Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui le président de la Fédération PCT France, Monsieur Patrick Gabriel Dion. Monsieur Dion, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que le PCT, c'est le Parti congolais du travail, parti au pouvoir au Congo-Brazzaville. Patrick Gabriel Dion, on va d'abord commencer par l'actualité française, puisque nous sommes dans ce pays qui nous accueille. Vous suivez les primaires Bien sûr, de la droite et du centre? Comme tout homme politique averti, je suis l'actualité politique française. Est-ce que dans le cadre de la rénovation du PCT, vous pouvez vous en inspirer en fait pour donner un peu d'air à ce vieux parti, le plus vieux parti du Congo? Faut savoir que normalement, le Parti congolais du travail dispose d'un instrument qui lui permet de faire ça. Nous avons une commission nationale d'investiture qui existe dans nos statuts, oui, et qui, pas pour l'élection présidentielle par contre, mais pour les autres élections, notamment législatives, sénatoriales et jusqu'au plus bas niveau, oui, il est organisé, il est possible de pouvoir organiser des primaires qui permettront de choisir le meilleur candidat. Une commission qui se réunit, est-ce qu'on est dans le même procédé démocratique que les primaires que nous voyons ici? Oui, peut-être pas identique, mais le résultat, la finalité est la même, hein, parce qu'une commission qui se réunit pour pouvoir examiner les différentes candidatures et permettre le choix de la meilleure candidature, la finalité est la même. La finalité est la même, sauf que souvent on peut aussi user des moyens de tourner, par exemple en termes d'affinité, pour placer l'un ou l'autre qui n'aurait peut-être pas mérité. Contrairement aux primaires, puisque les choses se font devant tout le monde. Tout système reste perfectible. Tout système reste perfectible. C'est vrai que lorsque l'on analyse les différentes candidatures, plusieurs critères sont pris en ligne de compte. Il est évident, en tant qu'être humain, des critères relativement subjectifs peuvent aussi interférer sur des critères objectifs. Mais à la fin, c'est toujours le meilleur candidat qui est choisi. La preuve en est, on n'a pas eu ce cas de figure, mais lors de l'élection présidentielle dernière, nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place une commission pour pouvoir examiner les différentes candidatures à l'élection présidentielle. Nous avons pris le meilleur d'entre nous, qui était son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, président sortant, qui a été évidemment réélu à sa propre succession. Voilà, le président Denis Sassou Nguesso, le meilleur d'entre vous, comme vous le dites, sauf qu'aujourd'hui, il a un peu de mal à assurer d'une manière, je dirais, aussi efficace ses fonctions, parce que sur le plan économique et social, le pays va très mal. Et en même temps, c'est toujours lui qui est là. Bon, c'est vrai, ce n'est pas une grande première. Hein. Lorsqu'on fait une étude économique comparée... Donc on peut le féliciter alors? Non, on ne peut pas dire comme ça. Mais oui, je dis que nous sommes une économie nationale qui est intégrée au sein d'une économie africaine qui elle-même est intégrée au sein de la mondialisation. Donc, s'il y a une crise sur le plan international, ça ne peut qu'affecter l'économie américaine et l'économie africaine et de facto affecter aussi l'économie congolaise. Notre budget, comme vous le savez, où l'essentiel de nos revenus étant fondamentalement basé sur le pétrole, bien que le gouvernement a pu mettre en place une politique économique de diversification sectorielle, jusqu'à aujourd'hui, au moins 80 à 90% de nos recettes proviennent du pétrole. Et lorsque le pétrole, qui est un produit dont le prix n'est pas fixé par nous, les Congolais, il est fixé sur le marché international, lorsque le pétrole tombe, lorsque le prix du pétrole diminue, baisse, comme il est actuellement, il est normal que le Congo, l'économie congolaise puisse tousser. Et là, nous passons donc une situation économique. Effectivement, je suis d'accord avec vous, qui est assez difficile, puisque tous les agrégats macroéconomiques sont relativement au rouge. Mais je pense qu'avec le Premier ministre, M. Clément Mwamba, le gouvernement est en train de faire des pieds et des mains pour pouvoir juguler cette crise économique. Alors, les signaux au rouge, c'est vraiment un rouge écarlate, puisque certains de vos détracteurs disent que finalement, c'est la gestion de Denis Sassou Nguesso qui a fait en sorte que le pays soit plongé, puisqu'il a quand même eu une manne pétrolière très importante, sauf qu'on n'a pas vu les résultats sur le plan social, Patrick Gabriel Dion. Les résultats sur le plan social se font toujours attendre, parce que les résultats, lorsque l'on met en place une politique économique, les gens sont effectivement très pressés de voir les résultats tout de suite. Mais sur le plan social, il est évident que les résultats tardent toujours à venir. C'est comme ici en France. Vous avez vu son Excellence, M. François Hollande, il est arrivé au pouvoir en 2012. Il a mis en place toute une batterie de mesures, de réformes de l'économie française afin de juguler juste une seule variable, un seul indicateur macroéconomique qui est le chômage. Mais nous avons vu
1 an après, 2 ans après, 3 ans après, les résultats se font toujours attendre. Ce n'est que là, à la 5e année, qu'on commence à constater que, eh bien, c'est la même chose avec nous. Il est évident que le président de la République, son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, avec le nouveau gouvernement, sont en train de travailler pour que justement on puisse mettre en place des mesures qui permettront de juguler le chômage, d'améliorer la vie du peuple congolais. C'est vrai, dans certains secteurs, les résultats sont probants, mais dans d'autres, notamment celui du chômage, on attend encore un peu. Alors, quand vous parlez de la France, c'est vrai que le Congo a quand même un taux de croissance comparé à la France qui est très important, qui dépasse celui de la France, puisqu'ici on espère même 1, alors qu'au Congo, on nage déjà dans les 5%. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que ceux qui pensent que finalement le problème du Congo, c'est pas seulement le contexte macroéconomique, mais c'est aussi un problème de gestion, c'est-à-dire qu'il y a un problème de gouvernance, notamment quand cette manne pétrolière était disponible? Je suis partiellement d'accord avec eux, dans le sens que toute gouvernance reste à ce jour perfectible. Que ce soit la gouvernance dans les pays occidentaux, dits développés, que ce soit la gouvernance dans les pays africains qui aspirent à l'émergence. Donc toute gouvernance reste perfectible. Je ne dis pas que la gouvernance au Congo est à 100% parfaite, mais elle reste perfectible. Donc pour vous, les hommes qui ont géré cette manne pétrolière n'ont aucune responsabilité aujourd'hui dans la situation actuelle? La responsabilité dans la gestion de la manne pétrolière est toujours partagée, hein. Elle n'est pas individuelle, elle est collective. C'est l'ensemble du gouvernement qui on a la responsabilité. La preuve en est que la manne pétrolière a permis quand même tout ce que les ministères ont fait. C'est-à-dire que tous les grands projets, depuis les grands travaux jusqu'à tous les ministères, tous les projets qui ont été financés au Congo, je parle des projets publics bien sûr, qui ont été financés au Congo, l'ont été grâce à la manne pétrolière. Donc on ne peut pas dire que ça a été mal géré. Ça a été géré, les résultats sont là, bien que, à mon avis, les résultats sont perfectibles. Voilà, des résultats perfectibles, monsieur Dion. On peut aussi dire la même chose au niveau des libertés individuelles. Aujourd'hui, le président de la République qui arrive avec un terme de rupture. Or, on se rend quand même compte qu'il y a parfois certains abus qui peuvent être constatés. Vous avez sans doute vu le cas de monsieur Kalakala qui avait été enlevé, torturé, abandonné, quasiment mort à côté de la morgue de Brazzaville. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, là aussi, il y a un gros travail à faire en termes de sécurité dans Brazzaville? Bon, en termes de sécurité, je parlerai beaucoup plus de la rupture. Le président de la République, c'est vrai, lors de sa prestation de serment, a utilisé ce terme qui est extrêmement important pour nous parce que nous sommes tous d'accord que le comportement du Congolais est un comportement à revoir. Donc il a parlé de la rupture. La rupture, c'est dans tous les compartiments de la vie, hein, et, et sur le plan économique, et sur le plan culturel, et sur le plan social. Et globalement, c'est un comportement qu'il faut rompre. Mais les comportements ne changent pas du jour au lendemain. Donc moi je me dis que le président a parlé de la rupture, laissons au temps le temps nécessaire de pouvoir mettre en place les différents éléments qui permettront justement de pouvoir constater ce changement-là. L'opposition dit que la démocratie congolaise suffoque puisqu'elle a du mal à travailler dans des meilleures conditions. Ses leaders sont aujourd'hui certains embastillés, d'autres ne sont pas portés disparus, mais se sont mis en sécurité pour éviter de subir les faux du pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'on peut là parler de rupture alors qu'il y a une partie de la classe politique qui n'arrive pas à travailler et à se mouvoir à travers le pays librement, Patrick Gabriel Dion? Je ne suis pas d'accord avec vous pour la simple raison que la démocratie existe au Congo. L'opposition existe au Congo. L'opposition est représentée et à la chambre haute et à la chambre basse. L'opposition est représentée dans les différentes associations et dans les différents partis politiques, excusez-moi la tautologie, de l'opposition. C'est vrai, il y a peut-être un cas ou deux cas de hommes politiques, on peut en ajouter 3, 4, 5, des hommes politiques qui pour des raisons XY, qui leur appartiennent, ils sont libres. Nous sommes dans un pays de liberté. Ils sont libres, ils estiment, ils n'ont pas confiance à certaines institutions, ils estiment qu'il faut rester caché pour ne pas, j'en sais rien. Mais ça, libre à eux. Nous avons beaucoup d'opposants politiques qui passent à la radio, qui passent à la télé, qui passent dans les journaux. Pas plus tard qu'hier, avant-hier, nous avons suivi dans le journal télé les partis de l'opposition qui sont en train de s'exprimer, qui sont en train de se réunir pour pouvoir préparer déjà les législatives qui vont intervenir au premier trimestre de l'année 2017, qui sont en train de s'exprimer sur la situation dramatique du pôle. J'espère qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, moi je pense que l'opposition est libre, mais s'il y a deux éléments, deux opposants qui estiment que leur
leur vie est en danger, bien qu'ils estiment que ce sont des raisons qui leur appartiennent. Est-ce qu'aujourd'hui, Parti Gabriel John, vous nous diriez qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo? Bon, d'abord, moi j'ai le désavantage d'être à l'étranger. C'est ce que nous partageons avec vous. J'ai le désavantage d'être à l'étranger. Oui. Je sais qu'il y a certains opposants qui sont en prison, mais pour des raisons objectives. Je parle de l'ancien candidat à l'élection présidentielle, le Gérald Mokoko, qui est en prison, mais je pense que son procès est en cours. Bientôt, il sera certainement jugé en bonne et due forme et la vérité éclatera sur son cas. Il y a certainement aussi d'autres dans sa situation, mais pour des raisons qui sont tout à fait objectives, sur des chaînes d'accusation qui sont objectives, qui ne sont pas fallacieux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui qu'il y a une main quasiment du gouvernement sur la justice? Parce qu'on voit quand même le ministre Mabiala, qui est aussi votre camarade du PCT, intervenir quasiment sur tous les dossiers et donner des injonctions au procureur de la République, M. Okongakala, afin de pouvoir faire feu de tout bois pour poursuivre ceux qui sont poursuivables. Je pense que le ministre Mabiala est dans son droit. Il est ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il est tout à fait normal qu'il puisse s'exprimer sur des questions concernant la justice congolaise. Il est dans son droit. Il n'a pas jusqu'à aujourd'hui, à mon avis, il n'a pas outrepassé ses prérogatives. Alors aujourd'hui, les questions de sécurité, notamment le phénomène des bébés noirs, là aussi vous dites que finalement, ça va être compliqué à mettre les Congolais dans une situation de sécurité, je dirais, totale. C'est une situation qui est assez complexe quand même, hein. C'est une situation qui est assez complexe, mais moi, je me dis toujours que la sécurité, c'est comme une vérité qui vient à pied, hein, par rapport à la violence, qui est une vérité qui prend l'ascenseur. Donc je me dis, prenons un peu notre mal en patience. Je pense que toutes les mesures, la batterie des mesures qui sont prises par le gouvernement en matière de sécurité finiront par porter fruit. Alors il y a un endroit où la sécurité ne règne pas assez pour le Parti Gabriel John. Depuis le 4 avril 2015, de cette année plutôt, le pays est en train de pâtir en fait de la situation du pôle. Déjà, quelle est aujourd'hui la position officielle du PCT? Parce qu'on a vu dès le départ vos responsables réagir, mais c'est toujours dans un sens. Aujourd'hui, vu l'enlisement, est-ce que vous avez une position que vous défendez par rapport à cette situation? Nous sommes, je pense que historiquement parlant, depuis le 4 avril, c'est ça? Oui. Historiquement parlant, parmi toute la pléiade des partis politiques au Congo, le seul et le premier qui avait déjà à l'époque pris position pour condamner avec énergie l'attitude du pasteur Ntoumi dans la région du Pôle. Avoir pris donc les armes et posé les actes de violence, les actes de barbarie qu'il a posés. Ensuite, nous nous réjouissons que certains partis, et du centre et de l'opposition, finalement, nous ont rejoints. Pas plus tard qu'avant-hier, je suivais encore au journal télévisé du Congo, que le Parti congolais du travail a pris ses responsabilités et a réuni tout autour de lui, notamment les différents partis de la majorité présidentielle, suite à l'appel solennel du chef de l'État, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, qui avait demandé, vous le savez, il y a 2 semaines, à ce que tous les dirigeants politiques de la région du Pôle, tous les dirigeants politiques de l'opposition, tout le gouvernement, que tous nous puissions être derrière lui, afin que nous puissions traquer, rechercher et arrêter le pasteur Ntoumi et traduit en justice pour qu'il soit mis hors d'état de nuire. Donc aujourd'hui, le Parti congolais du travail a organisé, il y a quelques jours, une réunion au cours de laquelle on a demandé à ce que nous puissions être rejoints par tous les partis du centre, tous les partis de la majorité présidentielle, pour que nous puissions condamner cette attitude de Ntoumi, cette attitude du pasteur Ntoumi avec l'ensemble de ses ninjas, qui puissent sortir de la forêt, qui puissent accepter que le calme, que la sérénité, la tranquillité reviennent. Donc le Parti congolais du travail a une position qui est claire. Nous sommes dans la recherche de la paix, nous sommes dans la recherche de la quiétude dans cette région, dans ce département du Pôle, puisque comme vous le savez, les conséquences sont désastreuses. Les gens ne vont plus à l'école, les écoles sont fermées, les collèges sont fermés, les marchés, l'économie ne fonctionne plus, sinon fonctionne au ralenti, les routes sont bloquées, à tout moment il y a apparition donc, des ninjas, les voies ferrées également sont détruites. Donc le Parti congolais du travail, ainsi que l'ensemble des forces politiques du pays, aspirent à ce que Ntoumi soit arrêté par les forces de l'ordre, traduit en justice, pas tué, traduit en justice, et que la justice éclate à la fin.
Donc, selon vous, il y a crise ou pas crise, puisque Denis Sassou Nguesso Je suis d'accord. soutient qu'il n'y a pas de crise. Bon, écoutez, son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, c'est le premier des Congolais. Il a un œil et il a une vision sur cette situation. Puisque le monsieur, comment vous l'appelez, le pasteur Ntoumi, avant le 4 avril, il était quand même un proche collaborateur de son Excellence le président de la République. Il avait rang de ministre quand même, chargé des questions de paix, s'il vous plaît, avec un salaire de ministre. Donc du jour au lendemain, monsieur retourne sa veste et rentre en clandestinité et crée le trouble dans le pays. C'est alarmant, c'est une situation pour le président de la République se dit, mais enfin, un collaborateur qui était là avec moi, et du jour au lendemain comme ça, donc pour le président de la République, il est tout à fait normal qu'il puisse dire que pour lui, il n'y a pas de crise. Mais moi, je pense que la situation du pool est une situation qui est dramatique. Et ensemble avec le chef de l'État, nous pensons qu'effectivement, la recherche d'une solution pacifique serait la meilleure. Mais Ntoumi aussi ne contribue pas à la recherche de cette solution pacifique. Ntoumi appelle à la paix, il appelle au dialogue, vous l'entendez quasiment intervenir sur les médias internationaux, dire qu'il veut le dialogue, un dialogue inclusif, quand on se retrouve autour d'une table, dit-il, avec le pouvoir actuel, afin de décider du sort du pool et notamment un sort pacifique. Je pense que l'appel du chef de l'État n'est pas le premier, non plus le dernier. Avant qu'il fasse cet appel-là, il y a plusieurs partis qui ont demandé à ce que Ntoumi puisse, l'ont appelé à la paix, à ce qu'il puisse se rendre. Il n'a pas voulu le faire, parce que peut-être qu'il n'a pas confiance aux institutions, j'en sais rien, mais il n'a pas voulu le faire. Après l'appel du chef de l'État, le parti congolais du travail, que je représente ici en France, les partis de la majorité présidentielle, les partis de l'opposition, s'il vous plaît, l'ont aussi demandé à ce qu'ils puissent se rendre. Bon, maintenant, organiser un dialogue, organiser recevoir, je pense que ses collaborateurs ou ses amis, certains se sont rendus, d'autres ont été reçus par le gouvernement pour justement chercher comment trouver une solution à l'amiable. Je pense jusqu'à ce jour, peut-être que toutes les conditions ne sont pas encore remplies. C'est la raison pour laquelle cette discussion n'a pas encore eu lieu, mais je suis convaincu que tôt ou tard, si on ne l'arrête pas manu militari, j'espère de tout cœur le sens du patriotisme qui est le sien, le sens du nationalisme qui est le sien, donc au pasteur Ntoumi, fera en sorte qu'il puisse arriver au bon sentiment et se rendre pour que nous puissions nous asseoir autour d'une table, qu'on puisse le juger normalement, parce qu'il a posé quand même des actes criminels, des actes de terrorisme. Lui, il parle de résistance en fait, en disant que voilà, c'est ça ceux qui envoient des hommes pour l'attaquer, et lui il résiste. Mais vous savez très bien, monsieur Cyr Makosso, que c'est faux ce qu'il dit. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'histoire est contre lui. Il n'est pas son premier cas. Il n'est pas son deuxième cas, il l'a toujours fait. Il est un récidiviste. Donc il ne peut pas avoir raison. Il ne peut pas dire que c'est un résistant par rapport à quoi? Quelle est la situation qui existe au Congo qui puisse faire en sorte qu'il puisse avoir naissance d'une résistance? Nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans un pays où toutes les institutions fonctionnent bien. Toutes les institutions fonctionnent bien. L'opposition existe, la majorité existe. Il va faire de la résistance par rapport à quoi? S'il conteste les résultats de l'élection présidentielle. Mais il y a des instruments juridiques qui existent, des plateformes qui existent, pour qu'il puisse se contester par voie officielle. Il va rentrer en résistance par rapport à quoi? Donc, il veut tirer la couverture de son côté. Il dit que c'est un résistant, mais ce n'est pas un résistant. C'est un homme qui a posé des actes criminels. Puisqu'il y a eu beaucoup de morts. Il a beaucoup de morts sur sa conscience. Tous les gens qui sont en train de mourir là-bas. Je pense que, en tant qu'homme de Dieu, puisque c'est un pasteur, il aura tout ce sang-là et toutes ces morts-là sur sa conscience. C'est aussi des morts causées par les bombardements des hélicoptères et autres échanges à armes lourdes, Patrick Gabriel Dion. Je suis tout à fait d'accord. Parce que s'il avait accepté une solution pacifique dès le départ, on n'en serait pas arrivé là. C'est ce qu'on appelle en termes de guerre les dégâts collatéraux. Patrick Gabriel Dion, est-ce que vous comprenez ce qui accuse Denis Sassou Nguesso de sectaire, puisque dans cette déclaration que vous avez évoquée, il fait appel au cadre du pool et aux populations du pool et non pas à l'ensemble des populations et cadres du Congo pour répondre, en fait, trouver une solution à cette crise? Monsieur Cyr Makosso, je m'inscris en faux sur ce qualificatif. S'il y a en République du Congo un homme politique qui a une vision large, qui n'est pas sectaire, qui n'est pas régionaliste, qui n'est pas tribal, c'est son Excellence le président Denis Sassou Nguesso. Mais dans ce cas-là, je pense que Patrick Gabriel Dion, laissez-moi évoluer. Si vous regardez la structure et la composition du gouvernement congolais, pas
seulement de ce gouvernement, s'il vous plaît, de tous les gouvernements, depuis Sassou 1 jusqu'à Sassou 2, tous les gouvernements dont il a eu la lourde tâche de pouvoir composer, eh bien, vous allez voir qu'il y a une représentativité. Vous allez voir que tous les 12 départements du Congo sont représentés dans tous les gouvernements dirigés par M. Sassou Nguesso. Alors, comment expliquez-vous qu'il ne demande que l'aide des cadres du pôle et des populations spécifique. Du pôle mais c'est que Monsieur le Congo, Cyr, le pôle est dans le Congo. Spécifique. Le pôle est dans le Congo. Le 4 mars, le 4 avril plutôt, depuis le 4 avril jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas tenu ce langage. Depuis le 4 avril, il a estimé que les forces de l'ordre en présence, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, la police, la gendarmerie, tous les corps constitués qui sont là pour sécuriser, défendre le territoire national, ont travaillé. Et il estime qu'à un moment donné, donc la semaine dernière, depuis 2 semaines, il voit qu'il y a une difficulté. Et après avoir analysé la situation, il s'est rendu compte que cette difficulté peut être surmontée autrement. Si j'appelle la fibre départementale, la fibre tribale, pas tribale, des ressortissants de c'est une technique de résolution des conflits. Si je fais appel aux ressortissants du pôle, peut-être que Ntoumi, s'il n'entend pas la voix du chef de l'État, il n'entend pas la voix du gouvernement, il n'entend pas la voix du ministre de l'Intérieur, de la Défense, peut-être qu'il peut entendre la voix, on va dire, des siens, et on peut trouver une solution à ça. Vous savez, un conflit a plusieurs techniques pour être résolu. Et le côté double jeu, le président a aussi... Double jeu. Le président a aussi indexé les cadres du pôle et les populations de jouer un double jeu, c'est-à-dire que la journée, tout le monde déplore, mais la nuit, quasiment, on donne un coup de main à Ntoumi. Est-ce que vous pensez que là aussi, il a raison? Bon, je pense qu'il a raison. Pourquoi? Parce que si je prends que le chef du département, le représentant quand même, parce que nous avons Kolela, qui est quand même... Kolela, il n'est que député. Il n'est que député de Kinkala, il n'est pas le député du pôle, mais il est député de Kinkala. C'est vrai, mais il pèse quand même lourd, il est quand même le numéro... il est quand même arrivé en 2e position après son excellence le président Denis Sassou Nguesso. Donc c'est une haute autorité politique, il est un député. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, il est resté inaudible. On ne l'a pas entendu du tout. Il a fait des actions. Voilà, c'est bon, là maintenant, je suis d'accord, je suis content que depuis quelques temps, il est devenu très actif. Après l'appel du chef de l'État, il est devenu très actif, il fait entendre sa voix et on peut penser, on peut croire, moi personnellement je reste optimiste, que le pasteur Ntoumi va ne fût-ce qu'entendre la voix de Kolela. Vous croyez que Kolela jusqu'à maintenant jouait un double jeu, Patrick Gabriel? Jouer un double jeu, je ne peux pas dire, je n'ai aucun élément matériel pour pouvoir l'affirmer, mais son silence peut être interprété comme cela. Voilà, un silence qu'on peut interpréter ainsi. Un silence coupable. Voilà, un silence coupable, c'est vous qui décrétez aussi la culpabilité finalement. Bon, je ne décrète pas la culpabilité, j'analyse, j'observe les faits, c'est tout. J'observe que jusqu'à maintenant, il a été silencieux et que normalement, en tant que député de Kinkala, qui fait partie de la région du département du Pôle, il pouvait quand même avoir une voix. Je vous rappelle que M. Yoka est aussi député de Vinza. Je vous rappelle que Madame Mogani est députée, je pense, de Mindouli. Donc c'est déjà vos camarades et eux n'ont rien dit. Alors moi je pense que sur ce point, la responsabilité elle est collégiale. Oui. Elle n'est pas seulement spécifique. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi pointer M. Yoka, puisque lui, et c'est un exemple que tout le monde a loué, puisque lui étant du Nord et lui dans le Sud, ça a été quelque chose qui a quasiment bouleversé aussi le paysage politique congolais. Or, M. Yoka est resté muet comme une carte parce qu'on ne l'a pas entendu lever la voix, puisque en Vinda aussi, il y a des gens qui périssent du fait de cette guerre. Alors je n'ai pas la situation de Vinza, par contre, il est vrai qu'on ne peut pas se permettre de dire que Kolela soit le seul responsable, pas du tout, hein. Mais je pense que sur le silence, sur le chapitre du silence, il peut avoir une responsabilité collective. Voilà. Une responsabilité collective. Ceux qui n'ont pas parlé là-dessus. Ceux qui n'ont pas parlé, les élus, qu'ils soient du PCT ou voilà, tout à fait, je suis d'accord. De l'opposition. Je suis d'accord. Patrick Gabriel Dion, nous allons avancer dans cet échange. Alors, le PCT, aujourd'hui, restons pour le PCT, parce que c'est le premier parti du Congo, c'est aussi le parti au pouvoir, et aujourd'hui englué dans un débat plus ou moins bizarre par l'un de vos camarades qui est M. Hugues Golondélé. Il a publié un livre, le PCT, Faire la politique autrement. Est-ce qu'il découvre là un parti qu'il ne connaissait pas finalement? Je pense que Hugues Golondélé, le camarade Hugues Golondélé a fait ce qu'il a fait, il a dit ce qu'il a dit, il a écrit son livre, il est libre de le faire, puisqu'il y a la liberté d'expression au sein de notre parti. Mais il y a des règles. Je pense rappelle souvent vos camarades qu'il y a des règles de discipline. Tout à fait. Je pense qu'il a failli du côté disciplinaire.
Il a failli du côté respect des règles. Il est libre d'écrire un livre. Par contre, moi je pense que je suis toujours partisan du fait que le linge sale doit toujours être lavé en famille. C'est vrai, il veut peut-être briser les tabous, il veut briser peut-être certains codes, mais avant de pouvoir enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, il faut d'abord voir aussi devant soi, aller d'abord devant soi. Voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord avec mon collègue avec lequel ils ont eu le débat dernièrement, qui lui a dit qu'effectivement, c'est bien beau de critiquer le fonctionnement et l'organisation du Parti congolais du travail. C'est bien beau de faire un livre à charge, mais il faut aussi voir... avec des propositions pour que le parti puisse s'amender et surtout aller un peu plus de l'avant, s'adapter au contexte actuel. Mais les propositions, on peut les faire dans un contexte bien précis. Il y a des cadres, il y a des espaces pour ça. Mais on ne peut pas faire un bouquin à charge mis à la disposition de monsieur tout le monde. Alors que nous avons un cadre spécifique. Le parti est un cadre, le parti est un espace dans lequel le débat est libre. Je vous rappelle qu'il y a des gens, des hautes autorités au sein du Parti congolais du travail qui ont parlé ouvertement contre même le chef de l'État, contre le secrétaire général, contre. Ils ont donné leur position et ils sont dans le parti. D'autres sont même partis. Mais ils n'ont pas fait des bouquins, ils n'ont pas écrit des livres comme l'a fait Hugues Ngolondele. Donc là-dessus, moi je ne suis pas trop d'accord avec lui, parce que moi j'estime qu'il a un grand boulot à faire. D'abord, la gestion de la capitale du Congo, qui est la ville de Brazzaville. Il a eu 2 mandats là-dessus. Je pense que s'il regarde bien tout autour de lui, tous les quartiers de Brazzaville, tous les arrondissements de Brazzaville, il verra qu'il a du boulot. Hein. Donc vous savez dire que pour vous, il a échoué en fait, s'il faut dire les mots d'une manière un peu plus claire. Parce que si vous dites que du boulot à Brazzaville, il y en a sur le plan de la salubrité, sur le plan même architectural, c'est une ville qui ne ressemble à rien du tout. Et lui, toute la confiance de votre parti, puisque vous lui avez toujours renouvelé la confiance pour rester à ce poste. Et aujourd'hui, il crache dans la soupe, peut-être comme vous le dites. Effectivement, il a eu la confiance du parti, toujours eu la confiance du parti jusqu'à maintenant, jusqu'à qu'il puisse faire son livre à charge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter. Son bilan n'est pas brillant. Son bilan n'est pas brillant. Son bilan est perfectible. Oui, tu veux un euphémisme. Voilà. Son bilan est perfectible. Parce que, bon, c'est pas moi de le dresser, mais les Brazzavillois qui sont là peuvent le dire et le disent tous les jours. Est-ce que vous pensez, quand il dit par exemple que le PCT, on y retrouve des brigades applaudisseurs, ces termes de périphrase, conservatisme béat, où il dit encore, mais voilà, les Congolais ont dit oui à Sassou et non au PCT, là vraiment pour vous, il a franchi la ligne jaune. Oui, je suis d'accord, il a franchi la ligne jaune. Pourquoi? Parce que les membres du Parti congolais travail, qu'il se figure, M. Hugues Ngolondele, le camarade Hugues Ngolondele, les membres du Parti congolais travail, ce n'est pas des idiots. Ils appellent des applaudisseurs, des brigades applaudisseurs. Ce n'est pas des analphabètes, c'est des intellectuels, c'est des cadres. Le Parti congolais du travail est l'un des partis, non seulement historiques, mais le plus vieux parti du Congo, qui regorge, statistiquement parlant, je ne vous donne pas les chiffres, mais statistiquement parlant, le plus grand nombre de cadres. C'est normal, c'est le plus vieux parti. Et donc, il ne peut pas se permettre de dire qu'il y a des groupes de... Voilà. Des groupes d'applaudisseurs. J'aimerais lui rappeler dans tous les partis politiques et des pays occidentaux dans lesquels je vis, moi, et dans les pays émergents, comme à vocation d'émergence comme le Congo, il y a toujours eu, lorsque un chef, un responsable prononce une allocution, un discours, des applaudissements. Que ce soit dans le Parti socialiste, dans le Parti communiste, dans les républicains, que ce soit au Front National, que ce soit chez nous aussi, dans tous les partis qui sont au Congo, lorsque le chef prononce un discours, il y a toujours des gens qui applaudissent. Ils n'applaudissent pas de façon mécanique, ils applaudissent parce que le contenu est favorable aux applaudissements. Donc, il ne peut pas non plus dire... prolonger, comme on le disait. Mais non, il ne peut pas non plus dire que ceux qui ont voté pour ceux qui ont voté, qui ont élu... Les Congolais ont dit oui à Sassou et non au PCT. Parce que déjà, je dis que c'est faux. Je vous rappelle que M. Sassou ne s'est pas présenté avec les couleurs du PCT. Je suis d'accord. Ouais. Le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, ne s'est pas présenté avec l'emblème du parti. C'est une stratégie. Par contre, je dis que la base électorale qui a élu le chef de l'État, c'est bel et bien la base du Parti congolais du travail. Je ne pense pas que l'ensemble des associations, toutes les associations qui ont émergé au Congo, qui ont donné leur voix au chef de l'État,
ne peut pas être supérieur, numériquement parlant, au nombre des membres du Parti Congolais du Travail qui ont voté oui pour le chef de l'État, le président de l'administration. Et pourtant, ces associations prennent aujourd'hui plus de la place que le PCT, notamment autour du président de la République, parce que Patrick Gabriel Dion, je vais juste vous rappeler que M. Hugues Ndelé est le beau-fils de M. Denis Sassou Nguesso, et que les personnes qui ont créé en fait des associations dont vous parlez, c'est souvent des gens de l'entourage du président de la République. Et ce sont ces gens-là, notamment son fils Kiki, qu'on a vu en fait autour de lui pendant cette élection, et que le PCT est quasiment porté disparu. Je vous laisse la paternité de ce constat. Écoutez, il était au moins visible à ce moment-là. Toutes les associations qui ont vu le jour au Congo sont implantées sur l'ensemble du territoire national. Au moins les plus importantes. C'est vrai qui appartiennent à la famille présidentielle. Oh, je ne peux pas dire ça. Les plus importants sont peut-être installés à Brazzaville comme capitale, ce qui est tout à fait normal. Hein. Même ici en France, quand vous faites une analyse analytique de l'existence des associations, vous allez voir que le plus grand nombre d'associations se retrouve dans la ville de Paris. Oui, mais cela ne veut pas dire que ça appartient fortement au parti au pouvoir. C'est vrai qu'il y a aussi des associations. Edgar Nguesso, il y a M. Ngolondele qui a aussi son Pona Ekolo et bien d'autres qui ont créé des Il n'y a pas que eux. Il y a beaucoup de Congolais dont je ne citerai pas les noms ici pour ne pas leur faire une pub gratuite. Il y a beaucoup de Congolais qui sont détenteurs, créateurs des associations. Mais pas il y a aussi pas que importante autour du président de la République de cette élection. C'est une question de moyens, tu comprendras ça, c'est une question de moyens. Il est évident que les moyens dont dispose l'honorable Kiki Christelle Denis Sassou Nguesso, les moyens dont dispose Edgar Nguesso ou Edgar Nguesso ne sont pas les mêmes que d'un citoyen lambda. Mais on ne peut pas dire, je ne peux pas vous laisser affirmer que c'est le seul qui dispose des associations. Non. Tous les Congolais, juridiquement parlant, ont la possibilité de pouvoir créer des associations et ils l'ont fait. Et ces associations ont soutenu massivement du nord au sud, d'est en ouest, le président Denis Sassou Nguesso, d'où sa victoire massive. Est-ce que cette déclaration on va terminer avec ça, est-ce que cette déclaration de M. Ngolondele, les Congolais ont dit oui à Sassou et non au PCT, ne s'appuie pas en fait sur ce constat où ces associations aussi importantes, ayant accompagné, ayant une visibilité plus importante que le PCT durant la campagne, ont quasiment marginalisé le PCT au point où vous avez eu durant cette campagne qu'un seul événement au palais de congrès, mais quand on voyait les cortèges avec Denis Sassou Nguesso, on ne voyait pas de drapeau du PCT. Alors, M. Sir Makosso, laissez-moi vous dire que pour gagner une élection présidentielle, il faut mettre en place une stratégie. Il est vrai, depuis 68-69 jusqu'à aujourd'hui, la stratégie a été toujours la même. Le peuple congolais était habitué à une stratégie relativement classique et relativement identique, qui était celle avec le drapeau rouge du Parti Congolais du Travail, les deux palmes et consorts. Et seulement cette année-ci, le candidat, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, a réfléchi, a pensé que par rapport à la conjoncture, il fallait mettre en place une autre stratégie. Et cette stratégie, c'est celle qui a été de pouvoir ne pas se présenter pour ratisser large. Parce que s'il se présente seulement sous la bannière du Parti Congolais du Travail, par rapport à la conjoncture, il ne va pas ratisser large. Pour ratisser large, il serait mieux de ne pas se présenter sous la bannière du PCT, mais se présenter sous une bannière relativement neutre, et en même temps politique, en même temps associative, pour qu'il puisse vraiment avoir tout le peuple congolais derrière lui. Et je pense que c'était une bonne analyse, une bonne stratégie, puisque ça a payé. Mais la même stratégie a payé aussi en 2009, puisqu'en 2009, il n'avait pas non plus le couleur du PCT, puisqu'il avait cet emblème. Faites bien de me le rappeler. Oui. Faites bien de me le rappeler aussi. Voilà, ça signifie que finalement, pour lui, le PCT reste une machine. Mais non, parce qu'avant 2009, il ne s'est pas présenté sur cet emblème-là. Oui. Avant 2009, il ne s'est pas présenté sur cet emblème-là. Depuis que le PCT existe, après Marie Ngouabi, après Yombio Pango, c'est le président Denis Sassou Nguesso, il s'est présenté à plusieurs élections, il s'est toujours présenté avec l'emblème du PCT. Mais c'est vrai, les deux dernières élections, celle de 2009 et celle de 2016 d'ailleurs, comme 15, voilà. 2015, il s'est présenté sous un autre donc emblème, pour des raisons stratégiques. Voilà, pour vous donc aujourd'hui, le PCT a toujours toute sa place et reste au cœur de Denis Sassou Nguesso. Alors moi je pense que on ne peut pas cracher dans la soupe. Son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso. C'est le président du comité central, il faut le dire. Voilà. Oui, du comité central. Nous ne l'avons pas oublié. Oui. Il est toujours le président, oui, aujourd'hui par rapport à la Constitution, il est le président de tous les Congolais. Bien sûr. Mais pour les statuts du Parti Congolais du Travail, il reste notre président, le président du comité central du Parti Congolais du Travail.
il ne peut pas se permettre de cracher dans la soupe. Parce que le PCT, c'est quand même son bébé. Le PCT, c'est quand même son parti. Le PCT, c'est quand même cet instrument qui a toujours travaillé pour son rayonnement, non seulement national, mais également international. Oui, actuellement, il y a peut-être quelques difficultés, peut-être... Moi, je reste sur le qualificatif de perfectionnement de l'organisation. Mais vous êtes un optimiste. Les relations entre le président de la République avec la nouvelle constitution, avec la dimension qu'il a prise aujourd'hui et le PCT sont des relations, à mon avis, qui sont perfectibles. Oui. Qui sont perfectibles. Voilà. C'est vrai que ça et là, on peut déplorer ceci ou cela, mais je pense que il n'y a aucune relation entre les hommes dans une structure politique qui reste linéaire. Voilà, on va donc essayer de contourner. Monsieur Patrick Gabriel Dion, Denis Sassou Nguesso s'est exprimé il y a quelques jours au Maroc, à Marrakech, dans le cadre de la COP22. Il a proposé donc la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo. Alors, certains se disent, mais tiens, c'est quoi ce fonds et qu'est-ce que cette proposition apporte aujourd'hui de nouveau, en fait, dans ce combat aujourd'hui pour préserver le climat? Alors, M. Sia Marcoso, moi j'ai beaucoup d'admiration pour le président Denis Sassou Nguesso. Non seulement c'est mon président, non seulement c'est le président du Congo, mais il a créé quelque chose de génial en représentant l'ensemble de l'Afrique. Je veux me permettre de vous rappeler que la planète Terre est fondamentalement caractérisée par deux grands bassins. Avec le réchauffement climatique, il y a deux grands bassins dans le monde qui sont des atténueurs ou des amortisseurs climatiques du réchauffement climatique. C'est-à-dire, nous avons le bassin amazonien et nous avons le bassin du Congo. Le bassin amazonien est déjà pratiquement à chaise, on va dire ça comme ça, pratiquement épuisé. Il ne nous reste que le bassin du Congo qui aspire, qui atténue tous les effets négatifs du réchauffement climatique. Donc, avoir un chef d'État qui n'est pas occidental, qui est africain, qui arrive à faire une proposition géniale de ce genre-là, c'est-à-dire la mise en place d'un fonds bleu qui a pour vocation de pouvoir financer, s'il vous plaît, tous les projets qui vont dans le sens de pouvoir, sous le plan de l'hydroélectricité, des projets de l'agriculture durable, des projets de l'élevage, des projets dans le cadre des politiques forestières en Afrique, tous les projets qui permettront justement à ce que l'Afrique puisse bien asseoir toutes les politiques du développement durable, je pense que c'est génial. C'est vrai, le montant n'est peut-être pas suffisant au départ, 100 millions d'euros par année, soit à peu près 65 milliards de francs CFA, mais le but du jeu, c'est après de faire appel à des sponsors qui pourront venir donner un coup de main à ce fonds-là, pour que justement tous les pays qui sont au niveau du bassin du Congo, je parle donc au Congo-Brazzaville, la RDC, le Gabon, le Cameroun, le Centrafrique, le Rwanda, le Burundi, la Namibie, jusqu'à même Madagascar, je pense, pourront profiter de ce fonds pour pouvoir financer l'ensemble de leurs investissements qui vont dans le cadre de pouvoir. Et il ne faut pas oublier que le bassin du Congo a un rôle fondamental dans le maintien des équilibres géoécologiques dans le monde. Alors, Monsieur Dion, je vous remercie pour ce plaidoyer, sauf que les Congolais vous diront, mais le Congo a aussi deux ressources principales. Vous avez le bois et le pétrole. Le pétrole, on sait à peu près ce que ça donne comme revenu, sauf que le bois, aujourd'hui, ça reste un mystère. Aujourd'hui, les côtés forêts du Congo, on a du mal à savoir qu'est-ce que ça produit pour continuer et surtout même améliorer en fait cette prise en compte dans la préservation du bassin du Congo. Je suis d'avis, effectivement, ce constat a été fait même par le gouvernement lui-même. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que le pétrole reste la première ressource du Congo. Elle est évaluable, quantifiable, puisque généralement les entreprises qui s'en occupent sont les entreprises étrangères qui tiennent bien les statistiques. Mais tel n'est pas le cas sur la deuxième ressource du Congo quand même, qui est le bois. Qui est le bois.
tel n'est pas le cas. Mais je pense que j'ai suivi encore ces jours-ci la mise en place d'un gros institut de la statistique qui va, entre autres, s'occuper non seulement des agrégats macroéconomiques, de l'évaluation des agrégats macroéconomiques, mais également de l'évaluation de la production forestière, de la production donc, du bois. Je pense que des efforts seront faits pour qu'il puisse avoir également la publication des statistiques en ce qui concerne les revenus issus de l'activité oui, et surtout les efforts que font le Congo, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que le Congo, le président, en annonçant ce fonds vert, c'est très bien, en disant mais est-ce que déjà le peu qui rentre au Congo, qu'on ne voit pas, ça fait un peu compliqué pour qu'on ne dise pas que ce serait un effet d'annonce. On ne peut pas dire qu'on ne voit pas. Enfin, aujourd'hui, si vous demandez même au niveau... Ça ne contribue pas. Oui, quand on voit le budget, la part du bois de le budget du Congo, c'est quand même... On peut dire que des efforts doivent être faits. Des efforts doivent être faits pour que justement il puisse avoir de la visibilité. Donc ce fonds n'est pas un effet d'annonce pour vous? Non, ce n'est pas un effet d'annonce. Non, pas du tout. Ça sera une réalité en 2017. Voilà. Ça sera une réalité puisque la première dotation était déjà... Non, ce n'est pas un effet d'annonce. En attendant, nous verrons bien Patrick Gabriel Dion. On va revenir à Paris, puisqu'on a été au Congo. On revient à Paris. Patrick Gabriel Dion, vous avez assisté durant, on est quasiment fin novembre, on va bientôt arriver en 2017. La diaspora congolaise s'est mobilisée contre vous, contre le parti, contre le président de la République. Aujourd'hui, vous avez suivi des manifestations ici à Paris. Vous avez vu ce climat tendu jusqu'à l'incendie de l'ambassade. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la création du pôle et la situation sociale là-bas au Congo, que les choses ne vont pas toujours en s'empirant? Je pense que, comme dans toute famille, comme dans tout pays, comme dans toute économie, il y a des bas et des hauts. La courbe de l'évolution économique, de la croissance des agrégats macroéconomiques n'est jamais linéaire. Elle est toujours sinusoïdale. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en train de voir le fond. Aujourd'hui, c'est vrai, la situation, que ce soit sur le chômage, que ce soit sur la monnaie, que ce soit sur la situation sécuritaire, au niveau du pôle seulement, parce qu'au Congo, il n'y a pas un problème en tant que tel sur l'ensemble du territoire national de sécurité. Le point de la sécurité se pose qu'au niveau du département du pôle. C'est vrai, nous avons atteint... Sur certains quartiers de Brazzaville aussi, avec des phénomènes... Non, il n'y a pas de problème à Brazzaville. Il n'y a pas de problème à Brazzaville. Il y a des problèmes dans le pôle, je suis d'accord. Mais comme je l'ai dit, c'est pas rose. C'est pas fameux. On aurait vu mieux. Mais le gouvernement ne croise pas ses mains. Le président de la République ne croise pas ses mains. Est-ce que pour vous, la diaspora surréagit en fait par rapport à ça? Bon, je pense que la diaspora est en droit. Nous sommes dans un pays de liberté. Nous sommes dans un pays où la liberté d'expression existe. La diaspora est en droit de pouvoir s'exprimer. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas croire que moi, en tant que président du parti Connaîtra en France, il ne faut pas croire que parce que j'appartiens à la majorité présidentielle, j'appartiens au parti qui est au pouvoir, je suis content par rapport à ce qui se passe dans le pôle, par rapport aux morts qu'il y a là-bas. Non, je ne peux pas être content. Je ne peux pas dormir sous mes deux lauriers. Je ne peux que condamner, constater avec tristesse et condamner avec la plus ferme énergie l'attitude des ninjas, l'attitude de Ntoumi. Car selon moi, je persiste et je signe, c'est M. Ntoumi qui est le seul avec ces ninjas responsable de la situation qui se trouve dans le pôle. Mieux il se rendra, mieux ça sera bien pour le peuple congolais. Parce que moi je pense que, le président l'a dit, c'est un homme de parole. Il faut qu'il se rende, ou on l'arrêtera manu militari, mais traduit en justice vivant. Et comme ça, il sera jugé conformément à la loi congolaise. Et puis ensuite, voilà, la situation va se calmer là-bas. Donc, la diaspora ne surréagit pas, mais la diaspora réagit le plus naturellement possible. Est-ce que les transferts des faits de violence, par exemple, qu'on voit ici, contre des personnalités du gouvernement, contre les bâtiments publics, notamment l'ambassade, contre parfois des individus qu'on a vus sur Paris, c'est quelque chose qui vous préoccupe, vous? Ça nous préoccupe beaucoup. Parce que le Congolais, ce n'est pas un être, ce n'est pas un citoyen de par sa nature, de par son éducation, de par sa formation. Il n'est pas un être violent. Le Congolais, c'est un être qui aime la paix, qui aime le dialogue, qui aime la communication. Donc cette nouvelle attitude que nous avons eue, celle maintenant de pouvoir régler les problèmes, les conflits, par la bagarre, par la violence, par des actes de barbarie. Aller attendre les gens, les autorités politiques, à l'aéroport, Charles de Gaulle Étoile, aller devant l'ambassade, aller devant l'OGS, aller même au domicile des personnalités politiques
Ça, ce sont des comportements que je condamne avec la plus forte énergie. Alors, on le met souvent sous le coup de l'exaspération en disant que voilà, c'est une situation qui exaspère tout le monde. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. C'est pas comme ça qu'on peut résoudre les problèmes, cher ami Sir Makosso. C'est pas comme ça. C'est pas en allant devant la maison d'un ministre. C'est pas en allant devant la maison du directeur de l'OGS, du consul ou voilà, on le tabassant, il est en arrêt maladie une semaine, 2 semaines, il est hospitalisé, qu'on va résoudre les problèmes du Congo. Non. Nous ne l'aurons pas, c'est pas comme ça. De toute façon, la politique, c'est au Congo, c'est pas ici. Ici, on peut s'exprimer. On a toutes les voies nécessaires, tous les instruments de communication modernes qui existent. Vous avez les pages Facebook, vous avez Twitter, vous avez les comptes Internet, vous avez les sites qui existent, vous avez la radio, vous avez la télé, vous avez tout. Mais pourquoi aller en arriver aux mains? Donc voilà pourquoi moi je condamne. Je pense que s'il y a... Moi j'ai l'habitude de débattre avec l'opposition, sans aucun souci. C'est comme ça que ça devrait être. Mais en arriver aux mains, c'est un manque d'éducation et un manque d'éthique, un manque de morale vraiment extraordinaire. Et ce n'est pas propre aux Congolais. Alors, ce qui est propre aux Congolais, c'est aujourd'hui de contester le pouvoir. Est-ce que vous pensez que la place de Paris, comme on dit souvent, est plus favorable à l'opposition et que vous, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous organiser, notamment en termes d'activité politique, puisque les problèmes de sécurité se posent? Alors, je ne vais pas répondre comme ceci. Je vais répondre comme cela. Je dis que le Parti congolais du travail n'a pas pour vocation de pouvoir répondre à toutes les contestations. Non. Notre vocation ici, c'est de répondre à l'opposition, mais pas à toutes les provocations, à toutes les affirmations, parfois même fallacieuses, de la part de l'opposition. Vous savez, l'opposition, parfois elle vous donne des chiffres de morts pour le poule, des chiffres, des gens qui sont emprisonnés, qui sont des chiffres qui sont fallacieux. Et si moi, en tant que président, nous, le Parti congolais en France, si nous nous mettons à répondre, alors nous allons passer à la radio et à la télévision tous les jours. Ça, ce n'est pas notre vocation. Par contre, lorsqu'il s'est organisé, comme vous l'avez fait jadis, sur un plateau de télé, vous avez, et les membres de l'opposition, vous avez l'habitude de le faire. Il y a l'opposition qui est là, le parti au pouvoir qui est là, la majorité qui est là, et vous avez les associations et la société civile qui est là. 1, 2, 3 thèmes sur la table, on discute comme des hommes politiques responsables, on discute comme des intellectuels que nous sommes, parce que nous avons étudié, nous sommes des cadres ici en France, je suis tout à fait d'accord. Mais faire ce qui se fait aujourd'hui, ah non, non, non. Mais en définitive, oui, l'opposition a tout à fait... il est normal que l'opposition puisse s'exprimer, mais qu'il le fasse avec la parole. Voilà, vous parlez de débat aujourd'hui, donc vous, Patrick Gabriel John, vous êtes prêt en fait à participer à des débats parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui ça devient un peu compliqué avec transfert en termes de sanctions. C'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité qui se posent. Oui. Moi, je suis un citoyen congolais libre. Je me promène sans garde du corps. J'ai pas un garde du corps, j'ai pas... Voilà, je suis venu chez vous. Vous me voyez en tenue là, je suis en tenue vert et blanc parce que je suis d'obédience kimbanguiste. Après cette interview, je vais à l'église. Je prends ma voiture, je vais à l'église. Vous comprenez? Bon, voilà. Donc, normalement, ça ne pose aucun souci. Lorsque vous prenez toutes les dispositions nécessaires, moi j'ai déjà participé avec vous à plusieurs débats qui se sont terminés... dans une très bonne ambiance, bon enfant, sans aucun problème. Nous ne partageons pas les mêmes points de vue, nous avons des divergences d'opinion politique, c'est vrai, c'est de la discussion que jaillit la lumière, et après ça s'est très bien passé. Par contre, quand on entend qu'il y aurait, comment on les appelle, les combattants qui viennent pour... c'est compliqué, qui viennent maintenant pour frapper les gens, pour tabasser, pour... c'est pas notre vocation. Notre vocation est de pouvoir échanger, partager des points de vue qui sont, c'est vrai, divergents, mais comme je l'ai dit, c'est de la divergence d'opinion que jaillit la lumière, et demain, le gouvernement peut s'inspirer de ça pour que nous puissions aller de l'avant. Moi, je vous donne ma parole, à chaque fois que vous m'inviterez pour pouvoir débattre avec l'opposition, tant que ça reste pacifique, je viendrai. L'ambassade du Congo à Paris reste un point de fixation de Patrick Gabriel John dans les relations entre la diaspora et l'administration consulaire. Aujourd'hui, il y a un nouvel ambassadeur. Est-ce que vous pensez qu'il y a des priorités auxquelles il devrait en fait s'atteler, puisque notamment quand on parle des questions liées au passeport? J'ai demandé personnellement, j'ai rempli le formulaire. La Fédération PST France a demandé une audience auprès de son Excellence
l'ambassadeur Rodolphe Adada, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire nouvellement nommé ici en France, qui a présenté ses lettres de créance il y a quelques semaines. Nous avons demandé, disais-je, donc une audience afin de pouvoir discuter avec lui, entre autres, justement, ces questions de sécurité, ces questions de relations, des relations qui doivent exister entre l'ambassade et la communauté congolaise. L'ambassade et le tissu associatif congolais. L'ambassade et le tissu politique congolais. Parce que nous sommes sans ignorer que les Congolais, globalement, en France, sont scindés dans 3 grandes catégories. Oui. Il y a des Congolais qui sont dans les associations, donc ils sont très bien représentés, il n'y a pas de souci. Il y a des Congolais qui sont représentés dans les partis politiques, que ce soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, ils sont très bien représentés. Et ensuite, il y a les Congolais lambda qui ne sont représentés nulle part. C'est un peu la société civile, on va dire un peu ça comme ça, ou la majorité silencieuse. Donc, nous, le contact que nous avons demandé à prendre avec son Excellence, l'ambassadeur Rodolphe Adada, c'est entre autres de voir avec lui qu'il puisse établir un pont entre l'ambassade, qui est notre maison, qui est notre république, qui est notre territoire à Paris, et la communauté congolaise sur les 3 plans. Et qui puisse établir des rendez-vous relativement permanents, 2 ou 3 fois par année, pour rencontrer d'une part la communauté associative, d'autre part la communauté politique, pour qu'ils puissent avoir de bons rapports. Ça, c'est de 2. Maintenant, de 3, nous souhaiterions aussi demander à son Excellence qu'effectivement, qu'il puisse avoir, qu'on puisse travailler la question sécuritaire. Je n'en dirai pas plus. Qu'il puisse travailler la question sécuritaire, que tout ce que nous avons connu dans le temps ne puisse plus arriver. Est-ce que notamment attaquer l'OGS. C'est notre patrimoine, l'OGS, l'ambassade, c'est notre patrimoine, le consulat, c'est notre patrimoine. Vous parlez des problèmes de passeport. Si vous attaquez le consulat, vous détruisez l'ambassade, demain, nous, Congolais, lorsque nous aurons des besoins d'établissement de nos passeports, lorsque nous aurons besoin d'obtenir un visa, nous irons où pour obtenir le visa? Ce n'est pas l'ambassade. Mais lorsque nous brûlons l'ambassade, nous cassons l'ambassade, nous détruisons notre outil de production. Comment est-ce que nous allons faire pour obtenir nos visas? Comment est-ce que nous allons faire pour obtenir nos passeports? Parlons de la fédération PCT France. Comment va-t-elle? La fédération PCT France va bien. La preuve est que je suis là. Je réponds à votre invitation au nom de la fédération PCT France. Elle se porte bien. Merci d'avoir répondu, sauf qu'aujourd'hui, on vous voit moins. On n'a pas vu une actualité. Vous nous avez habitués à certaines actualités. Il y a peu d'actualités concernant, on se demande même s'il n'y a pas des défections des gens en fait qui sont partis, puisque avec le départ par exemple de monsieur qui était l'ancien Maïssa, monsieur Maïssa, ou encore votre ami l'ancien, celui que vous avez remplacé, monsieur Djomali Senga, qui aujourd'hui parle maintenant avec l'opposition sur ces questions d'alternance. Est-ce que cela n'a pas fragilisé en fait votre fédération? Alors, la fédération n'est pas fragilisée. Par contre, la fédération du Parti congolais du travail traverse, on va dire, depuis la fin de l'élection présidentielle, la mise en place du nouveau gouvernement, une période, on va dire, un peu d'accalmie. On va dire ça comme ça, d'accalmie. C'est-à-dire que l'activité politique qui s'impose à vous. Voulue. Elle ne s'impose pas à nous. Elle est voulue. L'activité politique n'est plus intense. Par contre, nous sommes présents. Nous répondons à toutes les invitations qui nous sont faites vis-à-vis de la télé, vis-à-vis de la radio, vis-à-vis de l'opposition. La preuve en est que il y a 2 semaines, je suis passé à Africa 24, donc au nom toujours du président du Parti congolais du travail, où j'ai débattu avec, je ne prononcerai pas leur nom, avec les représentants de Ntoumi, le porte-parole de Ntoumi, sur la situation au pôle. Hier, pas plus tard qu'hier, je suis passé sur Biwan, où j'ai également fait une analyse sur la COP 22 qui a eu lieu à Marrakech avec la proposition phare de son Excellence le président Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, je réponds à votre invitation. Donc, ça existe. Par contre, il est vrai qu'au niveau de l'équipe du secrétariat fédéral, il y a, on peut appeler ça quelques fissures. Fissures, c'est-à-dire quelques départs involontaires. Il y a le camarade Maïssa qui a été promu directeur des services informatiques du CFCO au Congo, qui est parti donc s'installer au Congo, qui nous a quittés. Il y a la camarade Loumeto Frédéric qui s'est mariée, elle était célibataire, là maintenant elle a un statut d'épouse, femme mariée, donc elle a rejoint son mari en Guyane, je pense. Voilà. Et nous avons la camarade Ayarinala, chef du département des affaires
chef du département de la jeunesse, qui a eu un heureux événement. Elle était en grossesse et elle a accouché d'un joli bébé. Donc elle est un tout petit peu, on va dire, au repos. Et donc nous sommes restés 4 personnes qui tenaient la maison. Alors 4 personnes qui tiennent la maison. Or, on a quand même affaire au premier parti du Congo, le plus grand parti, le plus vieux parti congolais. Patrick Gabriel Dion, est-ce qu'aujourd'hui, quand on vous voit dans les télés, vous venez chez nous, c'est très bien, merci. Sauf que vos camarades vous diront que mais un parti ne vit pas qu'à la télé ou encore à la radio. C'est aussi dans des activités concrètes pour les militants. Qu'est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui, comme actualité par rapport à vos militants, Assemblée Générale ou autre chose? Merci de cette question, M. Sir Makosso. Il me plaît de porter à la connaissance donc, de l'ensemble de la communauté nationale et internationale que la fédération du Parti Congolais du Travail est une fédération qui a été nouvellement restructurée. Exactement le 21 juin 2014, où moi, votre serviteur, j'ai été porté donc à la tête de cette fédération. Seulement, cela rentrait dans le cadre de la restructuration générale du Parti Congolais du Travail depuis le Congo jusqu'ici. Seulement, disais-je, cette restructuration n'est pas achevée. Et c'est terminé, on va dire, en queue de poisson. Faute donc de moyens financiers et de calendrier compliqués. Ainsi donc, il a été mis en place depuis le 21 juin 2014 en France 5 structures ou 5 organes. Vous avez donc le secrétariat fédéral qui est la tête que je dirige. Nous avons donc la commission ad hoc PCT Europe, dirigée aujourd'hui, hier, par le camarade Djoumali Senga, qui, comme vous le savez, est parti avec le camarade Charles Zakari Boao, il est dans l'opposition, donc il a été remplacé tout de suite par le camarade Emmanuel Okamba. On a mis en place une 3e structure qu'on appelle le comité PCT Paris-Île-de-France, dirigé par le camarade Franck Ganziri. Il a été également mis en place le comité PCT interrégion, qui est dirigé par le camarade président Arnaud Mafoy. Et nous avons la commission de contrôle et d'évaluation, qui est dirigée par le camarade Makundu Bastien. Donc, la restructuration a été faite sur ce niveau. Après, nous avons eu une session inaugurale, laquelle session inaugurale a été, politiquement parlant, on appellera ça comme un acte de naissance qui a permis à ce que le secrétariat puisse fonctionner. Donc, normalement, il reste donc, qu'il y ait 2 sessions. Une session du comité PCT Île-de-France et une session inaugurale du comité PCT interrégion. Et il reste, après ça, que les 2 comités puissent descendre jusqu'à la base, c'est-à-dire restructurer les noyaux, restructurer les cellules, restructurer les sections. Chose qui n'a pas été faite jusqu'à aujourd'hui, indépendamment de notre volonté. Ce qui fait que nous ne disposons pas d'un budget de fonctionnement. Nous ne disposons pas des moyens financiers qui nous permettent de mettre en place, qui nous permettent un fonctionnement normal. Oui. Eh bien, les assemblées générales ne peuvent pas avoir lieu tant que ces sessions fédérales n'ont pas eu lieu. Donc, voilà pourquoi le seul organe qui fonctionne de façon opérationnelle, de façon mensuelle. Nous avons nos réunions chaque mois, c'est le secrétariat fédéral que je dirige. Bon, maintenant, on peut répondre à votre question. Il est vrai que lorsqu'il y a des grands événements, tels qu'une session inaugurale, tels que l'arrivée du chef de l'État, les grands événements, le parti, effectivement, depuis le Congo, finance ses activités et nous mobilisons l'ensemble de nos militants pour aller recevoir soit le chef de l'État, soit pour recevoir les autorités quand ils viennent ici pour... Est-ce que vous comprenez ces militants qui s'inquiètent en disant que le parti ne fonctionne pas, qu'on ne voit rien depuis que vous avez été mis en place jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui soit fait, notamment en leur endroit. Je les comprends, je les entends, je les comprends et je leur dis, nous sommes la seule fédération du Parti Congolais du Travail qui ne dispose pas... C'est pas de votre faute. Oui, c'est pas de ma faute. Enfin, c'est pas de notre faute. Nous sommes la seule fédération du Parti Congolais du Travail qui n'a pas un budget de fonctionnement. Nous sommes une fédération qui a une organisation, un fonctionnement, je dirais en bon français, atypique. Voilà. Nous sommes une organisation, une fédération qui a un fonctionnement et une organisation atypique, puisque sans moyens financiers, vous pouvez avoir toutes les ressources humaines nécessaires, parce que nous avons des cadres, nous avons des militants qui sont là, mais lorsque vous ne disposez pas des moyens financiers adéquats, c'est difficile que vous puissiez tenir des sessions inaugurales, des réunions, mobiliser la grande armée du Parti Congolais du Travail qui se trouve en France. Donc, je les entends, ils ont parfaitement raison. Mais nous pensons, puisque là, on nous a demandé de pouvoir être prêts
pour le futur congrès du Parti congolais du travail dont la date n'est pas encore fixée et les termes de référence non plus, nous attendons, nous pensons peut-être qu'avec l'annonce du futur congrès, nous aurons les moyens financiers qui nous permettront de pouvoir tenir, outre la mobilisation de tous les militants, mais également permettre les assemblées générales. Patrick Gabriel-Dion, le premier trimestre 2017 devrait normalement permettre au Congo d'avoir une nouvelle assemblée nationale. Est-ce qu'il y aurait des candidats de votre fédération qui seront proposés en fait au niveau de Brazzaville enfin, ou dans d'autres lieux? Oui, effectivement, je vous réponds par l'affirmative. Et je ne prononcerai qu'un seul nom, mais sinon ils sont nombreux dans ce cas. Nous avons le camarade Casimir Bastia qui a déjà fait sa demande pour être candidat aux législatives du premier trimestre 2017 dans la région de la Bouenza. Oui, le Parti congolais du travail, comme vous le savez, dispose d'une commission nationale d'investiture. Donc, une fois que tous les militants désireux qui souhaitent accéder à des postes de responsabilité, souhaitent être candidats à quelque élection que ce soit, à quelque niveau que ce soit, doivent envoyer donc leur dossier de candidature et cette commission-là doit siéger, analyser la viabilité, l'opportunité, la faisabilité de la chose et les candidats qui seront choisis seront dotés d'un budget qui leur permettront de pouvoir faire campagne. Oui, je vous réponds, il y a des candidats de la diaspora, de la Fédération du Parti congolais du travail qui souhaiteraient briguer des postes de responsabilité, qui souhaiteraient être actifs sur le plan législatif. Donc il faut croiser les doigts pour qu'ils arrivent à passer notamment à cette commission. Ben, nous souhaitons qu'ils passent. Nous souhaitons qu'ils passent. Voilà, on arrive à la fin de cet entretien, Patrick Gabriel-Dion. Vous avez une caméra en face de vous. Maintenant, vous allez faire la déclaration que vous voudrez dans la langue de votre choix aux Congolais et aux Congolaises qui vous écoutent sur Ziana TV. Le Parti congolais du travail reste toujours le premier parti du Congo, le mieux organisé, le plus puissant et celui qui a toujours remporté des victoires depuis 68-69 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons également la chance d'avoir un des nôtres qui est le premier aux affaires, son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso. Nous avons la chance d'avoir la majorité des sièges dans les deux chambres, et la basse et la haute. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat. Nous sommes majoritaires. Donc, nous sommes un parti au pouvoir. Et nous sommes un parti qui va toujours à la conquête du pouvoir. Notre souhait, c'est de pouvoir préserver ce pouvoir-là. Cependant, nous souhaiterons également qu'il y ait, je suis tout à fait d'accord, qu'on puisse changer notre logiciel, qu'on puisse changer notre organisation et notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'on puisse l'améliorer de telle sorte qu'il puisse être beaucoup plus efficace, de telle sorte que nous puissions un peu laver, parce qu'il y a l'image du parti qui est en train de plus ou moins de se ternir. Il faut faire une analyse là-dessus pour chercher à améliorer justement cette image-là, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international. Nous allons vers le Congrès. Notre souhait, c'est que nous puissions bénéficier des moyens, des billets qui nous permettront d'avoir une grande délégation de la diaspora représentant le Parti congolais du travail pour que nous puissions assister non seulement au futur congrès, mais également contribuer à amener notre valeur ajoutée pour la réussite du congrès afin de pouvoir regarder vers l'avenir, notamment l'avenir du court terme, c'est-à-dire le premier trimestre de l'année 2017 où nous aurons justement l'organisation, certainement, des élections législatives. Patrick Gabriel-Dion, merci. Je vous remercie aussi. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi l'entretien du jour. Mon invité était donc monsieur Patrick Gabriel-Dion, président de la Fédération PCT France. Merci à Noko Mungakoso, merci à vous aussi, toujours aussi nombreux. Portez-vous bien, à la prochaine fois. Au revoir.